annoncé qu'ils allaient construire des bateaux neufs alors que leur bateau est déjà de la dernière génération. Là aussi, il y a quelque chose peut-être à faire là-dessus parce que ça veut dire que là, les 40 bateaux qui partent là, il y en aura certains qui vont rester potentiellement sur le bord de la route, qui vont rester dans les ports à pourrir. Et c'est ça aussi, c'est que où mettre la limite à l'augmentation du nombre de bateaux. Est-ce que vous avez réfléchi justement à la classe? Est-ce qu'il y a une possibilité de limiter, sachant que il y a aussi la compétition qui prime là-dedans? Complètement. Mais pour cette édition-là, on peut voir pour la première fois sur nos 40 bateaux, on peut les diviser en 3 groupes. Un tiers de ces bateaux qui ont plus de 15 ans. Après, il y a un deuxième tiers de bateaux qui sont entre 5 et 10 ans. Et après, le dernier tiers, il y a les bateaux qui sont moins de 5 ans. Donc, notre flotte est assez intéressante là-dessus. D'avoir une flotte aujourd'hui qui est mélangée de tous ces différents âges, c'est quand même assez positif dans ce sens-là. Je suis d'accord, il y a quand même des aliments à réfléchir d'améliorer et c'est ça qu'on va faire, je crois, via le parti qui est EcoScore. Donc, tout ce qui est notre réduction d'impact, ça va quand même nous apporter de nouvelles technologies là-dessus, pour avoir ces nouvelles compétences en tant que matière, bien sûr, mais aussi le process de notre fabrication. Parce que le process de notre fabrication aujourd'hui doit être un tout petit peu différent. Tous ces mélanges, ça va aussi m'amener vers la suite. Nous, on voit la classe aujourd'hui comme une classe on a ce privilège d'être une classe qui peut tenter de nouvelles expériences, d'améliorer certaines technologies, de naviguer différemment. Et on voit plutôt aujourd'hui qu'on a une classe qui est nos bateaux sont le laboratoire aujourd'hui. Certainement, oui, on utilise la fibre de carbone, notamment pour les aspects de performance, mais aussi pour la partie durabilité, parce que forcément, la fibre de carbone aujourd'hui, c'est assez durable. On n'a pas vu aujourd'hui un de nos bateaux qui vont à la poubelle. Et aujourd'hui, depuis la création de la classe, on a construit à peu près 83 bateaux. Donc on est la classe qui probablement construit le moins de bateaux entre toutes les classes aujourd'hui. Mais par contre, on a forcément des bateaux avec un impact qui est assez élevé parce qu'on utilise la fibre de carbone. Mais la suite de nos bateaux aujourd'hui, ça c'est une grande question. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que nos bateaux aujourd'hui peuvent continuer à naviguer? On a à peu près on navigue en Corse pendant plutôt 15-16 ans, un truc comme ça. Peut-être tu peux dire autrement là-dessus, mais on voit certainement cette édition-là qu'il y a des bateaux qui ont 15 ans et donc ils continuent à naviguer. Ensuite, quelle est la vie qui suit ces bateaux? Est-ce qu'on peut faire les expéditions autour du monde? Est-ce qu'on peut réaménager un remorqueur pour faire le transport à la voile? Donc il y a toutes ces questions qui sont en train d'être posées et mettre sur la table. Et ça peut être quelque chose qui va être très intéressant, surtout pour les bateaux-là qui sont les plus âgés. Qu'est-ce qu'on va faire là-dessus? Est-ce que ça va être une deuxième vie pour faire les sciences un tout petit peu plus, pour transporter des marchandises? Et ces nouvelles constructions qui suivent pendant le prochain cycle, comment on peut utiliser ça comme une expérience pour l'industrie? Parce que c'est ça qui est aussi la plus grande question là-dessus. On est une toute petite partie du puzzle, on est vraiment minime dans le monde, dans le milieu maritime aujourd'hui. Si on va continuer à construire le bateau, il faut que ce soit utile. Ça devrait être utile pour les gens qui construisent le moule, qui construisent des choses pour d'autres industries, d'autres secteurs de composite et tout ça. Et comment notre expérience au sein de la classe peut aller rayonner, encore une fois, sur d'autres communautés, d'autres secteurs, d'autres classes de bateaux, d'autres industries. Et c'est ça qu'aujourd'hui on se positionne dans ce sens-là, parce que c'est vrai et c'est réel. J'ai jamais eu, je crois, autant de discussions avec des chantiers par rapport à ça. Comment ça change le milieu de fonctionner en tant que fabricant de bateaux, mais aussi comment ça va changer un peu la situation globalement de où ils se positionnent dans l'industrie aujourd'hui. Donc c'est ça qui va être le point pivot, si on peut dire ça en français, de nos expériences aujourd'hui. La voile évolue dans un univers marin. Justement, toi, Roland, en 2009, tu avais dit que tu avais tapé un cétacé, tu es un des rares marins qui en avait parlé à l'époque et on voit qu'aujourd'hui ça reste encore un sujet difficilement abordable, sachant que c'est aussi pas forcément facile de savoir si c'est un ovni ou un cétacé. Quel est ton regard un peu sur la manière dont on aborde ce sujet-là aujourd'hui? Écoute, moi le mien en tout cas il est clair parce que j'ai fait le pas de côté et finalement je suis comme un gamin qui mais attends, je me suis réveillé très tard là sur tous ces aspects. Alors c'est vrai que dans le Vendée Globe 2009 ça avait été hyper douloureux et c'est vrai que
sans état d'âme et sans concertation avec qui que ce soit, j'avais annoncé mon drame d'avoir tapé une baleine et j'avais vraiment eu mal pour elle, enfin, avant de réparer les dégâts du bateau parce qu'elle en avait fait un paquet, mais voilà, mais c'était spontané, ce truc-là il m'a marqué. Sans doute, c'est parmi les déclics qui m'ont fait aussi faire des virements de bord après, parce qu'en fait je me suis pas rendu compte à quel point emprunter le terrain de jeu du monde du vivant, c'était notre quotidien, c'était notre facilité et notre gros égoïsme en fait finalement. Je parlais de ma réaction au salon du compositeur, mais c'est arrivé aussi un petit peu comme ça, de dire mais attends, ce terrain de jeu que j'ai voulu aller emprunter et puis j'ai trouvé la voie de la compétition pour vivre là-dessus, pour être dans mon bleu, dans mon vert, enfin ça me correspondait. J'ai un peu oublié qu'il y a d'autres habitants, et j'ai un peu oublié que le monde du vivant, à force d'accélérer, j'oublie ce qui se passe juste sous mes pieds, là, sous l'eau. Et donc en fait du coup ça te ramène aussi à... Alors tout ce que j'ai fait depuis 30 ans là, ça a quel sens? Et donc dans les 30 prochaines années... tu veux lui donner. Ouais. Et c'est là où on arrive aux grandes questions philosophiques finalement, parce que la technique, on arrive toujours à trouver des solutions, on arrive à ce dont on parle depuis tout à l'heure, si on se met vraiment autour de la table, même si les ACV ou les bilans carbone, on peut en discuter, si on veut, on peut trouver des solutions. Mais pour te donner un exemple qui n'a rien à voir, mais tu vois, sur We Explore par exemple, on explore d'autres types de comportements, on va dire, enfin d'autres. Il y a une vie à bord, c'est un grand bateau, j'ai jamais vu aussi confortable, je me régale à voir la mer, les éléments. Dans un IMOCA aujourd'hui, on voit plus rien, quoi. Donc on est très détaché finalement des éléments pour lesquels notre passion nous a amené à investir tout ça. En temps, On s'en plus vent, c'est un truc bizarre. Et dans ce bateau-là, parce qu'on revendique une forme de nouvelle efficacité, de sobriété, si c'est pas un gros mot, un autre plaisir en fait. On n'a pas de groupe de froid. T'as pas de frigo, t'as pas de congélo, peut-être que ça changera, mais pour l'instant tout va bien. Parce que c'est le premier poste énergivore sur un bateau normal, enfin sur un bateau de plaisance quoi. Si t'apprends juste à manger différemment, tu te dis que ça marche très bien, et tu découvres des nouvelles saveurs, et je suis un très mauvais cuistot, donc je peux en parler très librement, mais ça veut dire qu'en changeant mon comportement, je me suis privé de techniques et de techno, du coût de tout ça, qu'il soit CO2 ou en euros, de la maintenance, du ménage, du machin, du truc. T'en as pas besoin. Donc si on part de ce principe-là dans le domaine de la compétition, on peut envisager des choses où la facture de CO2 ou l'avancée soit bonne pour un plaisir complètement égal, quoi, tu vois, c'est ça. Donc pour revenir au cétacé, effectivement, ça va devenir alors non pas un problème, mais un sujet qu'il faut tous avouer qu'on a oublié, on est passé à travers parce qu'on a fait accélérer nos bateaux, qu'ils soient à une coque, à deux coques ou à trois coques. Fort heureusement, dans quelques régions du monde, la population de cétacés grandit, donc c'est bien. Mais il ne faut pas oublier qu'avec les réalités d'aujourd'hui, dans les cadres des limites planétaires, et ça on ne le savait pas, ça fait 40 ans, on le sait maintenant, les cétacés, c'est du stockage de CO2 justement. Les cétacés, c'est la régulation d'une chaîne alimentaire. Enfin, c'est des bénéfices incroyables pour notre propre survie à nous. Donc forcément que le domaine de la compétition, s'il passe à côté de ça, il va rater quelque chose qui soit... évidemment de la souffrance pour les animaux, évidemment de la souffrance pour les projets, parce qu'un bateau qui casse, c'est jamais bon. Et il va passer à côté de l'aspiration sociétale. Et là, tu te dis, faut faire gaffe, parce que tout le modèle économique et toute la vie, la jolie vie qu'on a les uns les autres, elle est liée à ces 30 ou 40 glorieuses du sponsoring, d'entreprises qui misent sur les bateaux pour tout un tas de choses qui fait le bénéfice marketing, et c'est très bien. Et le monde de la course au large n'est qu'une l'épaisseur d'un papier à cigarette sur l'évolution de l'histoire maritime, en fait. L'évolution de l'histoire maritime, elle a toujours voulu aller plus loin, aller plus safe, aller plus fiable, mais aller plus vite, pour découvrir un truc qui était infini.
Maintenant, là, ça fait quelques dizaines d'années qu'on sait qu'elle est bien finie, la planète. La question de l'avenir de l'histoire maritime et donc de l'avenir de la course au large et donc de l'avenir de l'intérêt des gens pour voir des petits bonhommes et des petites bonnes femmes être autour du monde, bah, ça va pas être le même. Surtout pour cette vie, pour ce monde du vivant qui est autour de nous. Donc, c'est pas un terrain de tennis ou un terrain de foot, notre terrain de jeu, quoi. C'est la vraie vie, c'est la vraie nature, quoi. Donc là, après, ça pose tout un tas de soucis, hein, parce que la liberté des uns s'arrête où commence celle des autres. Si on dit qu'on est tous égaux dans le monde du vivant, effectivement, ça va. Comment on va faire pour naviguer de plus en plus vite dans un océan qui contient du vivant? Si on garde les zones, donc là pour le Vendée Globe et pour quelques courses, c'était bien fait les temps derniers, là, la New York Vendée. Il y a des zones interdites. J'en parlais l'autre jour avec le directeur de course, c'est bien, c'est super, mais ça pose des problèmes législatifs, administratifs, de jury, si un bateau... il y a tout plein de nouveautés comme ça qui sont... mais comment on va faire? Après tu te dis, mais pourquoi le cétacé il s'arrêterait sur cette ligne-là, il ne serait pas à côté? Tu vois, c'est vaste, donc il faut pas. Je pense qu'on ne peut pas éluder le sujet et au contraire parler de ce monde du vivant, c'est la chose la plus formidable qu'on puisse faire aujourd'hui dans la telle urgence sur la perte de biodiversité. Au risque de s'en mêler les pinceaux un peu dans le discours du compétiteur, mais le compétiteur, il ne doit pas dire qu'il n'a vu qu'un ovni, quoi. Ouais. C'est pas ça, à mon sens. Mais justement, est-ce que les sponsors, comment toi, ton sponsor avait perçu ça? Est-ce qu'il avait été d'accord que tu t'étais abîmé une baleine ou parce qu'il y a aussi ce problème-là, c'est que les skippers n'arrivent pas à le dire parce que ça donne une mauvaise image, effectivement, du sport. Je crois me souvenir que je n'avais même pas posé la question et j'étais vraiment en confiance avec l'équipe de com, c'était Veolia Environnement à l'époque. Voilà, c'était comme ça, mais l'époque était aussi différente. Oui. Et aujourd'hui, justement, j'imagine que c'est parfois difficile pour les skippers de dire ça vis-à-vis de leurs sponsors. Vis-à-vis, mais c'est un sujet maintenant qu'on commence, depuis 2 ans maintenant, on commence à vraiment traiter au sein de la classe parce que c'est aussi, les gens commencent à prendre conscience et ils peuvent commencer à s'exprimer sur ce sujet. Par contre, c'est très récent d'être capable de discuter de ce sujet parce qu'il y a la différence entre qu'est-ce qui se passe au mer, quelles sont, ces questions d'OVNI, comment on l'indique. Donc pour nous aussi, c'était un vrai axe pour la classe qui a été construit. Et on voulait d'abord, parce que on est très conscient on partage notre option. Effectivement, il y a des risques pour le skipper, pour le sponsor derrière, si jamais on tape, quel que soit, ça peut être un objet flottant ou ça peut être... et dans ce cas-là, si ça c'est un mammifère marin, c'est très grave. Et nous, au sein de la classe, notre programme là-dessus, ça c'est vraiment de commencer à en parler avec les parties prenantes. Donc on a co-construit et co-créé une organisation qui s'appelle le Marine Mammals Advisory Group, qui est vraiment créée avec les scientifiques, les organisateurs. Il y a les Ocean Race qui est vraiment partie de ça. Nous, au sein de la classe, on est très actifs et on est conscient de comprendre, on a un vrai souhait de comprendre mieux notre environnement marin. Et donc ces petits consortiums des gens, c'est très important parce que le plus qu'on en parle avec ça, on peut même en parler plus grande avec le secteur maritime globalement, mais le plus de gens qui en parlent de cette challenge, cette problématique aujourd'hui, comment on va partager notre océan à plusieurs, c'est un vrai sujet qui est vraiment sur la table aujourd'hui. Donc il y a cette partie-là avec le Marine Mammals Advisory Group. Et après, on appuie un petit peu plus en plus sur la partie technologie parce que aussi, ça nous permet d'identifier le potentiel risque sur l'océan. Et là, c'est vraiment un début de travail parce que la technologie aujourd'hui n'est pas si aboutie que ça. On a pris ça dans le milieu maritime globalement parce qu'il y a quand même des technologies qui existent aujourd'hui. Et on travaille avec les organisations Pixel Mer et CI pour trouver la technologie qui peut potentiellement fonctionner. Et en plus de ça, les skippers qui partent là pour le Vendée Globe, ils sont tous équipés avec un hazard button. Donc c'est une espèce d'application qui est intégrée dans Zedrana où si jamais ils voient quelque chose,
quel que soit c'est un objet flottant, un mammifère marin, devant eux, il peut appuyer sur le AZ button pour informer le reste de la flotte. Comme ça, tout le monde est vraiment conscient d'un risque pour à la fois le mammifère marin et aussi pour eux. Donc il y a ces trois axes que nous on travaille aujourd'hui. Comme je dis, c'est début, mais par contre, la vraie question au début, c'était pour discuter de ces sujets. Et c'est tout simplement ça, pour être un peu plus à l'aise avec notre parole, et comme ça, on peut commencer à aller plus loin dans cette démarche.